Il s'est retrouvé, bien malgré lui parfois, au centre de plusieurs controverses, de l'abolition du stop sur les panneaux routiers jusqu'à la fusion Bécomo-Autrive. Bonjour, M. Lessard. M. Lessard, par quel événement, dans quelles circonstances avez-vous pris goût à la politique, si on part de l'enfance jusqu'à l'université? Bonjour, Gilles. Oui, moi, j'ai pris goût à la politique très, très jeune. Déjà, en 1948, j'avais 10 ans. J'aimais la politique. Moi, à l'âge de 10 ans, aller écouter un discours électoral, j'aimais mieux ça que n'importe quel événement, n'importe quelle autre activité. On avait des bons orateurs dans ce temps-là aussi, parce que la parole était très développée. Je suis un libéral, mais ma famille était d'Union nationale. Dans ce temps-là, c'était plutôt Union nationale, possiblement. Mais je suis de famille libérale. Donc, d'abord, 59, congrès du Parti libéral. Avec des amis du Collège Saint-Laurent, on organise un groupe pour appuyer Paul Gérin-Lajoie. Plus tard, ça serait les États généraux, mais en fait, Paul Gérin-Lajoie nous apparaissait le candidat jeune. Il y avait Paul Gérin-Lajoie, il y avait René Hamel, puis il y avait Jean Lesage. Bon, Jean Lesage est élu. Élection de 1960. Je fais campagne, première campagne que je fais pour les libéraux. Je commence à faire des discours politiques. En 62 arrivent des créditistes. Et justement, mon ami Lauréat Maltais, le père d'Agnès, se présente comme député créditiste. Et Lauréat venait des Bergeronnes comme moi. Et Lauréat me demande de faire des discours. Parce que moi, ce que je voulais essentiellement, c'était de parler d'indépendance du Québec à du monde. Puis la seule façon d'avoir du monde pour parler d'indépendance du Québec, c'est dans des assemblées où il y a du monde. Les assemblées étaient très, très bonnes. On avait des grosses assemblées. Donc, je parlais de souveraineté du Québec. Puis j'expliquais pourquoi on devait envoyer des créditistes à Ottawa. Alors, j'étais aérienne à ce moment-là. J'avais ma carte vue aérienne. Mais là, on a commencé à faire des émissions de télévision. On avait un avocat à Bécomo qui était assez à l'aise et qui nous finançait des émissions, de télévision. Et Bourgault n'aimait pas ça. Il aurait voulu avoir l'argent qu'on ramassait pour la télévision, puis avoir ça à Montréal pour faire ses propres émissions de télévision, etc. De toute façon, puis moi, ça n'a jamais été pour des raisons idéologiques. Mais là, Jean Garon était président de la section de Québec de GRIN. Alors, on a fondé le Ralliement national avec Dr Jutras, puis avec M. Legault. On a fondé ça. Là, après ça, c'était la campagne, c'était les élections de 66. Quelle sorte de campagne vous avez menée? Des élections de 66, d'abord, c'est que ça ne devait pas être moi le candidat. C'était Jean Garon que je voulais emmener dans mon comté pour être candidat, mais Jean Garon voulait toujours avoir des grandes foules pour l'appuyer. C'était pas le cas. C'était pas le cas à ce moment-là pour le Ralliement national. Alors, d'abord, ma convention à Forestville, il y avait 6 personnes dans la salle, dont 2, je dis toujours dont 2 observateurs. Il y avait ma femme. Jean Garon était mon orateur invité. Et comment s'est venue la campagne? Bien, j'étais orateur, j'étais placier, j'étais annonceur, j'étais tout, parce que j'étais tout seul. J'avais un immense haut-parleur sur mon auto et j'annonçais ici Lucien Lessard, votre prochain député du comté de Saguenay. Venez me rencontrer à telle place ce soir, etc. Ça a été une campagne qui a coûté cher. Ça a été une campagne qui m'a coûté cher dans le temps, en argent.
C'est certain que c'était une campagne où on n'avait pas beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Et Bourgault était dans Duplessis. On a quand même réussi à ramasser 15 du vote. Déjà en 1967, j'avais pris la décision que j'allais être candidat en 1970. Pour quel parti? Le Ralliement Le national? Parti québécois. Alors, pour dire la décision que j'ai prise, c'est de déménager de Forestville à Bécomo. Parce que je me disais, si je vais être élu député, il faut que je m'en aille là où il y a la plus grande population. Arrive la démission de l'évêque, qu'on suivait avec énormément, qu'on voulait, qu'on arrive à se battre, à devenir souverainiste. Il laissait des fois des points d'interrogation, oui, un jour peut-être, etc. Mais, alors, la démission en 1967. Quelques mois après, fondation du... Option Québec, fondation du MSA, Mouvement Souveraineté Association, et c'est la fondation du Parti québécois avec Ralliement national. Fait qu'automatiquement, les membres du Ralliement national devenaient membres du Parti québécois. Alors là, je suis devenu membre du Parti québécois. Et en même temps, j'ai fondé, avec d'autres, naturellement, j'avais fondé le Mouvement Souveraineté Association, j'ai fondé dans mon comté le Parti québécois, section comté de Saguenay, et je suis devenu président du parti dans le comté. Et là, pendant de 68 jusqu'à 70, on a organisé du porte-à-porte partout dans toutes les paroisses du comté, à la manière créditiste. On allait voir le monde, on expliquait aux gens ce que c'était la souveraineté du Québec, de telle façon qu'en 70, on était un comté bien structuré avec 2500 membres. Est-ce que ça a été une campagne particulière de l'investiture jusqu'à l'élection? Oui, de l'investiture jusqu'à l'élection, c'était une campagne bien particulière. Encore une fois, on parle que j'ai été contesté dans beaucoup de dossiers. Encore là, ça n'a pas été facile. D'abord, comme le comté était très bon, contrairement à 1966, il y avait beaucoup de candidats qui voulaient se présenter. Mais là, le grabuge a commencé. Là. Certaines membres là, haut placés, qui m'appuyaient avant, là, ont commencé à soulever des questions sur ma candidature. Est-ce que j'étais rentable politiquement? Est-ce que j'étais assez connu dans le comté? Alors, on voulait d'abord me faire désister comme candidat, pas que je me présente, puis on voulait avoir le maire de Bécomo, Henry Lénard, là, avec qui j'aurai plus tard certaines altercations. Moi, devant le grabuge, j'écris à M. Lévesque et je lui offre le comté de Saguenay en lui disant que moi, j'étais prêt à être un bon deuxième pour un bon premier, que le comté de Saguenay est un bon comté, etc. Je n'ai jamais reçu de réponse. La convention a lieu vers la fin de mars et le vote se prenait dans 4 municipalités. Là, la convention, ça durait 5 jours. Gagnon, Port-Cartier, Bécomo, Forestville. Fait que c'était toute une organisation. Puis surtout que c'était en période, je pense que c'était période du début du printemps, là, c'est ça, fin de mars, etc. Il y avait eu des tempêtes de neige à Gagnonville où on n'avait pas été capable de s'y rendre, etc. De toute façon, première convention a lieu, je suis déclaré élu, mais il y a un candidat, contrairement au statut du parti, qui se rallie à moi avant la fin de la convention. J'obtiens 46 % des voix, mais avec les autres voix du candidat, j'ai la majorité absolue. Je suis donc, à ce moment-là, par ralliement, je suis donc déclaré élu. Et je me rends au début d'avril à la grosse assemblée ici à Québec, à Montréal, c'est-à-dire, à Montréal, où les candidats officiels du Parti québécois sont annoncés. Je suis donc annoncé comme candidat officiel. Alors, après la réunion de Montréal, M. Lévesque vient me rencontrer et il me dit
comté de Saguenay aurait mérité mieux que ça. J'ai dit quoi, M. Lévesque? Je tente de lui parler, mais on ne voit pas. On se verra demain au bureau du parti. La convention est annulée. Je me rends à 9 h au bureau du parti, mais M. Lévesque n'est pas là, M. Lévesque n'est pas là. M. Lévesque arrive à 11 h. Fait rentrer dans son bureau. Seule chose qui me remet comme un communiqué dans lequel il annule la convention. Et reprise la convention le 4 avril. Les élections ont lieu le 29 avril. Et là, M. Lévesque, si je n'étais pas indépendantiste vraiment, là, je déchirerais ma carte du Parti québécois. Mais comme je suis vraiment indépendantiste, je vais retourner à la convention. Alors, je parle à mon membre, on retourne à la convention. La convention a lieu, il y avait 4 candidats à la convention, mais on a fait la convention. Et là, j'ai été élu avec une grosse majorité. Fait que là, M. Lévesque est obligé de signer mon bulletin de vote. Et là, ça a été la campagne électorale. On fait campagne. Et là, la dernière journée, c'est-à-dire l'élection a lieu le 29 avril, on avait le droit jusqu'au lundi 29 avril, je pense qu'on avait le droit jusqu'au dimanche pour faire des discours. Ou samedi soir, mais je pense que c'est le dimanche. Là, il faut que je donne un coup, parce que Bécomo-Autrive, je suis assez fort, je sens que le mouvement est positif, mais dans le haut du comté, d'un extrême à l'autre, c'est toujours Pierre Maltais pas battable. C'est Pierre Maltais, le sort ne peut jamais battre Maltais, c'est impossible, etc. Alors, il faut que je donne un grand coup. Et le grand coup, c'était une grande manifestation. On avait loué la cathédrale. Et l'Assemblée allait avoir lieu après la messe le dimanche, le dimanche soir. Quand la messe de 7 h ou 6h30, 7 h a terminé, les gens ne sortaient pas de la cathédrale. Parce que notre spectacle, notre grosse assemblée comprenait de la musique avec un orchestre, il y avait toutes sortes d'activités là-dedans. Donc, la cathédrale se remplit, 3000 personnes dans la cathédrale. Et là, moi, pendant ce temps-là, je serre la main de tout le monde. Pendant que j'ai des orateurs, le docteur Martel qui parle, je serre la main de tout le monde. Puis j'entends un peu derrière. Au moins, lui, il s'occupe de nous autres. On vote pour lui, on vote pour lui. Là, les gens sont repartis après cette manifestation monstre-là, sont repartis dans leur milieu en disant « Pierre Maltais est battu, Pierre Maltais est battu ». Le mythe Pierre Maltais était fini. Donc, j'ai été le dernier candidat du Parti québécois élu, mais j'ai été le premier déclaré élu le 29 avril par Radio-Canada. Ça avait été toute une bataille. Il y a une controverse entre vous et M. Burns là-dessus. Oui, Robert, parce que probablement qu'on n'a pas pris le même poste, mais j'ai revu Michel Lemieux dernièrement, puis Michel Lemieux me confirmait que c'était bien ça. Et d'ailleurs, moi, je m'en souviens parce qu'il y a des gens qui étaient des adversaires dans le temps, puis « T'es content, le sort, là? Tu es tout seul à l'Assemblée nationale avec ton parti, tu es tout seul à l'Assemblée nationale. » Parce que ça a pris un certain temps avant que les autres... dont Robert Burns. Et j'étais content, j'étais vraiment content quand d'autres sont arrivés. Mais justement, quelle a été votre réaction le soir? Là? Vous voyez, vous n'étiez pas nombreux. Non. Non, c'est certain que, d'abord, pour moi, ça a été une fierté. Je réalisais ce dont j'avais rêvé depuis des années et des années. Par contre, je me disais, hey, c'est tout un problème. On était la troisième opposition, on n'était pas la deuxième, après l'Union nationale, Crédit social, puis c'était nous autres. Je connaissais Camille Lorrain, mais je connaissais très peu Robert Burns. Je connaissais comme ça de nom, mais on ne se connaissait pas. Avec ma réaction, c'était un petit peu mélangée, c'était un petit peu inquiet. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas d'expérience ni un ni l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? René Lévesque battu, Parizeau battu, tous les grands visages du parti, les grandes vedettes du parti battus. Est-ce qu'on s'en va avec ça? Alors, c'est comme ça qu'on est rentré à l'Assemblée nationale. Et vous êtes entré à l'Assemblée nationale, là, comment vous avez perçu ça? Parce que là, il y avait le salaire, le traitement, le décorum. Ouais. D'abord, la surprise que j'ai eue, d'abord, je ne m'en préoccupais pas quand j'ai été nommé, quand je me suis présenté, mais c'était de voir la réduction de mon salaire de pratiquement 50 %.
on gagnait 11 000 $ par année, plus 6 000 $ de frais de représentation. Mais le frais de représentation, ça comprenait le bureau, la secrétaire, le téléphone, les voyages entre Bécomo et Tri, l'affaire. Là, j'ai dit, comment est-ce qu'on va faire vivre avec ça? Alors, ça a été notre première préoccupation, d'autant plus qu'on faisait des tournées dans ce temps-là pour le parti sans réclamer aucune dépense. Fait qu'on était vraiment sur le seuil de la pauvreté. On était vraiment sur le seuil de la pauvreté. Puis nous autres, on n'avait pas le choix. Comme on n'était pas nombreux, il fallait bien être là à l'Assemblée nationale. On était juste 7. Alors, quand quelqu'un n'assistait pas à ces commissions parlementaires, c'était un autre qui devait le remplacer. Mais justement, vous parlez des premiers débats. Quelle relation vous aviez à l'intérieur des 7 et aussi avec vos adversaires? Bon. Est-ce qu'on vous regardait à différemment? l'intérieur des 7, j'étais un peu le petit gars de la Côte-Nord, le créditiste de la Côte-Nord, l'homme de douette de la Côte-Nord, parce que comme j'avais été créditiste, qu'ils ne connaissaient pas. Et eux autres étaient 6 députés de Montréal, donc c'était normal qu'ils vivent plus régulièrement ensemble. Donc, j'étais solitaire, j'étais seul. Mes liens les plus forts étaient avec Marcel Léger, qui était le plus proche de moi, qui était dans l'est de Montréal. Marcel, on avait un peu la même conception, un peu la même visibilité du parti, etc. Avec les députés libéraux, c'était complètement différent. C'est que j'étais un peu un défroqué du Parti libéral. Et j'étais un régional. Puis ils voyaient les 6 autres députés de Montréal comme des gens avec lesquels c'était difficile d'avoir certaines relations, alors que Camille Lorrain était bien social. Mais moi, ils m'ont pris un peu entre leurs mains pour essayer de me reconvertir au Parti libéral. Donc, mes relations avec les gens du Parti libéral étaient, jusqu'aux événements d'octobre, étaient assez amicales. Et assez amicales que ça me favorisait dans mon comté parce que je n'avais pas trop de difficultés à avoir des communications avec les ministres. Alors, c'était assez curieux, bien amical avec les libéraux, mais plus froid avec les membres de mon parti. Mais vous avez réussi quand même à faire votre place. Oui, bien, c'est ça, c'est que je voulais, moi. Moi, j'ai pris les débats à l'Assemblée nationale très au sérieux dès le début. Et moi, le premier adversaire avec lequel je me suis coltaillé, je n'ai pas choisi mon adversaire, c'est Pierre Laporte. Pierre Laporte défendait ses crédits. C'était la première fois que j'assistais à ça, là, moi. Défendait ses crédits. Et il y avait eu une transaction à ce moment-là sur la traverse Matane-Godbout. Le Père Nouvelle avait été subventionné par le gouvernement à 2 millions. C'était la compagnie Nord-Sur qui gérait ça. Avait été subventionné par 2 millions par le gouvernement fédéral et provincial. Il avait vendu le Père Nouvelle parce qu'il disait qu'il était trop petit pour acheter le Manic, puis on les avait subventionnés pour acheter le Manic. Ça fait que le bateau du Manic avait coûté au gouvernement du Québec 4 500 000. Ils ont eu un double cadeau, puis il y avait juste un bateau. Alors moi, j'ai sorti ça à l'Assemblée nationale, puis là, je lance ça à Pierre Laporte, 2 500 000, etc. Et c'est là que j'ai fait mes premières manchettes dans les journaux du Québec, le lendemain, le 17 juin. Le sort ne s'en laisse pas imposer. On vient de parcourir un bon chemin, là, mais si on revient au premier mois, là, il y a eu la crise d'octobre qui n'a pas été facile pour les députés du Parti québécois en Chambre. Ça n'a pas été facile. D'abord, ça n'a pas été facile, non seulement en Chambre, extrêmement difficile dans nos comtés. Moi, le soir de l'enlèvement, j'ai reçu quantité de téléphones de gens qui étaient contre le PQ, puis qui nous accusaient d'avoir tué Pierre Laporte, qui nous identifiait au FLQ, etc. On m'avait offert à ce moment-là de la protection de la Sûreté du Québec, ce que j'ai refusé, parce que je me disais, je ne suis pas capable d'être sûr chez nous, là. Mais la nuit de la mort de Pierre Laporte, là, l'affaire où on l'a annoncé, là, j'ai dû coucher avec des armes sous mon lit. Parce que des enfants étaient inquiets, ma femme était inquiète, etc. Ça n'a pas été facile. À l'Assemblée nationale,
c'est certain que là, les bonnes relations que j'avais, puis les relations qu'on pouvait avoir, etc., ont été pas mal moins bonnes. Parce que là, on était vraiment littéralement identifiés au parti, au FLQ. Jean-Noël Tremblay, qui était député de l'Union nationale, nous dénonçait. Ça n'a pas été facile. Mais, puis du côté du parti, le parti s'est littéralement écrasé à ce moment-là. On devait faire des réunions, on devait faire des tournées du Québec. Les tournées ont été arrêtées. Le parti s'était foué. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, à l'Assemblée nationale? Camille Lorrain nous dit, on monte une stratégie. Il faut faire face à la situation. Il faut faire face à la situation. Chacun, on se prépare des discours. Vous vous rappelez, il y avait l'affaire La Palme, il y avait c'est ça, dans la période-là. Il y avait la grève des chauffeurs d'autobus à l'aéroport de Montréal. Il y avait des problèmes sociaux. Alors, on prend tous ces problèmes, puis on s'actionne en face à Bourassa. Le gouvernement, vous faites ordre, vous êtes responsable. Charon fait des discours vitrioliques contre le gouvernement. On attaque le gouvernement, on réussit à mettre le gouvernement sur la défensive, contrairement à l'Union nationale et contrairement au Code social, qui, eux autres, étaient un petit peu mal à l'aise avec tout ça. Donc, on a vraiment réussi à attaquer pour refaire notre image positive et se démarquer vraiment du FLQ, que nous autres, l'indépendance, c'était par des moyens pacifiques, etc. Mais on a été, je pense qu'on a sauvé le parti à ce moment-là, le parlementaire. Parce que le parti était véritablement écrasé, puis c'est l'aile parlementaire qui a pris le pôle et vraiment a mis le gouvernement Bourassa sur la défensive. L'annonce des chantiers de la baie James, pour des travailleurs de la région comme la vôtre, ça a dû être bien perçu, même si ce n'était pas votre gouvernement? Oui. Oui, ça a été bien perçu, puis je vous avoue que une chance que Bourassa a maintenu sa position sur ça, parce que notre position sur ça, sur la baie James, n'était pas très positive. On était conseillé par M. Parizeau, puis M. Parizeau voulait plutôt qu'on développe du nucléaire pour l'avenir futur, etc. Je pense que M. Bourassa a pris cette fois-là une bonne décision. Alors, on dénonçait des coûts astronomiques, puis après ça, tous les problèmes qui sont venus par la suite, là, avec le saccage de la baie James, etc. Et là, ça nous a déjà été utile en 1976. Oui, mais là, on arrive quand même à l'élection de 1973 et ça a beaucoup aidé Robert Bourassa. Mais en plus, il menait une campagne fédéraliste contre séparatistes. Et vous, est-ce que ça vous a obligé à modifier votre stratégie? Non, moi, mon comté, j'avais, comme j'ai dit, on avait fait du porte-à-porte dans chacune de nos municipalités. On avait vraiment convaincu les gens dans leur intelligence de l'indépendance du Québec. Donc, que la baie de James soit là, que la baie de James se développe, tant mieux, c'est nos ressources qui se développent. Mais avec la souveraineté du Québec, on va être capable de développer encore beaucoup mieux nos ressources, etc. Donc, j'ai continué de faire mes campagnes sur la souveraineté du Québec. Mais surtout, j'ai toujours comme thème de campagne un député présent, un député à plein temps. Et c'est vrai que je m'organisais, malgré l'énorme travail que j'avais, pour être à plein temps dans mon comté. D'abord, j'avais une chronique presque journalière à la radio, où j'expliquais là, ce qui s'était passé dans la journée à l'Assemblée nationale. Chaque semaine, j'avais une chronique sur les journaux, opinion du député. Et chaque fin de semaine, je retournais dans mon comté où j'assistais à des manifestations publiques, puis différents congrès, etc. Pendant la période et entre chaque session, je faisais toujours une tournée de comté. Et pendant la période d'été, je faisais du camping et je me promenais dans mon comté avec ma roulotte où je visitais chacun des villages de mon comté. Donc, je restais
en contact avec mes gens. C'est pour ça que depuis 70, 73, 76, 81, mes pourcentages de vote ont toujours augmenté. Parce que j'étais proche de ma population, j'étais proche de mes travailleurs, j'étais une bonne organisation. Aux élections de 1973, vous êtes réélu, mais il y a seulement 6 députés de votre formation politique qui sont élus et il y en a 102 libéraux. Comment vous avez vécu tout ça? Oui, ça a été d'abord une surprise. L'Union nationale s'était effondrée littéralement, puis les gens avaient donné leur appui au Parti libéral. J'étais content, j'avais augmenté ma majorité malgré le fait que j'avais perdu 2 châteaux forts, Port-Cartier et Gagnonville. J'avais perdu presque 3000 voix de majorité dans ces deux châteaux forts-là. Mais Camille Lorrain était battu. Camille Lorrain qui avait été notre chef parlementaire pendant 3 ans, puis avec lequel on s'était liés vraiment d'amitié, qui avait été pour nous autres un soutien énorme. Camille était un bonhomme extraordinaire. Puis il nous dirigeait comme chef du parti. Alors, ça a été une grosse, grosse perte. Il était remplacé par Jacques-Yvan Morin, mais on n'avait pas les mêmes atomes pointus avec M. Morin qu'avec... Heureusement, bien, on a un Marc-André Bédard qui arrive. Pour moi, Marc-André, c'est une arrivée importante parce qu'on avait la même origine. On avait la même origine politique comme telle. On venait tous les deux du ralliement national. On avait la même conception un peu là de la politique, contact avec le monde. Marc-André est un bon, très, très chaleureux, très contact. Mais vous formiez l'opposition officielle. Donc, c'est une nouvelle donne. Là. Vous n'étiez plus un oui. tiers-parti. Ça change les rôles aussi. Oui. C'est certain que ça a changé complètement. On était vraiment, là, on était devenu l'opposition officielle. Donc, plus de temps à l'Assemblée nationale. Mais surtout, le budget a augmenté. Le budget a augmenté, ça veut dire que là, moi qui avais fait la période de 70 jusqu'à 73, pratiquement seul, sans recherchiste, là, avec le budget qui augmente, on m'ajoute une personne qui va travailler pour moi, puis qui va travailler mes dossiers, puis qui va monter mes dossiers. Puis ces gens-là, on avait d'excellents recherchistes, même si on ne payait pas très, très cher. Ils acceptaient de travailler à des salaires de famine, littéralement, parce qu'ils croyaient à l'indépendance du Québec. Donc, les recherchistes, ça a été important parce qu'on avait tous les gros dossiers qui arrivaient. Là. Moi, je me battais pour l'abolition des concessions forestières. Il y avait, en fait, le dossier chasse-pêche aussi, où il commençait à avoir des manifestations partout à travers le Québec contre les clubs privés. Alors, il fallait aussi être plus préparé comme opposition officielle. On ne pouvait pas dire n'importe quoi. Il fallait être plus sérieux. Il fallait que nos dossiers soient solides. Mais ça a été en même temps une période difficile. Oui. Deuxième mandat pour M. Bourassa. Vous aviez quelques chevaux de bataille assez importants. Vous venez d'en nommer quelques-uns. Mais les bonnes luttes que toute l'opposition officielle a menées, c'était quoi exactement? Bien, on a eu pas mal de bonnes luttes. Cette période de 73 jusqu'en 76, il y avait la baie James qui se pourrissait. Les relations à baie James, les relations de travail se pourrissaient complètement. Il y a eu le saccage de la baie James. Il y a eu la commission Clich. Il y a eu la viande avariée. Puis il y a eu les chefs syndicaux, l'emprisonnement des chefs syndicaux. C'était le Parti libéral, avec 102 députés, le Parti libéral coulait littéralement. Puis après ça est arrivé les Olympiques. Alors, tout ça nous a emmenés à l'élection de 76. Merci, M. Lessard. Merci beaucoup, M. Morin. C'était très agréable. Pour moi aussi.